d'expertise industrielle de Québec. Nous avons été mandatés par le MEI d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Dans le fond, le centre d'expertise offre un plan d'accompagnement clé en main en 5 grandes étapes. Tout d'abord, on commence avec un diagnostic de maturité numérique. Ensuite, on fait une révision de plan stratégique avec vous, une élaboration de plan numérique. Ensuite, on va devant des bailleurs de fonds publics, aller chercher du financement pour vos projets. Et finalement, on vous supporte à déployer vos projets là, par la suite. Comme deuxième mandat du MEI, on a aussi d'informer et de former les entreprises du Québec vers le virement numérique et l'industrie 4.0, pardon. C'est pourquoi, justement, on fait cette série de webinaires. Comme premier conférencier cette semaine, on a Pascal Vachon. Pascal Vachon, dans le fond, est un ingénieur d'information détenant un diplôme de deuxième cycle en stratégie d'affaires. M. Vachon est aujourd'hui président d'Acronyme, une entreprise qu'il a fondée en 2018 qui aide les entreprises à améliorer leur performance en accélérant leur transformation numérique. Il est aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke dans un programme dédié au virage 4.0. Toujours à l'affût des nouvelles technologies les plus adaptées, il collabore avec d'autres experts du numérique et avec les organismes dédiés au développement économique pour créer des solutions adaptées aux besoins et à la réalité des entreprises partout au Québec. Donc, à toi, Pascal. Merci, Jean-Michel. Je vais tout de suite partager mon écran, qu'on puisse lancer la présentation. Merci aussi à Jean-Philippe qui se fait discret avec le micro fermé et qui vous a souhaité la bienvenue à ceux qui étaient là il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. On partage, donc vous devriez voir. Je n'ai pas de cadre. Peux-tu juste me confirmer, Jean-Michel, que vous voyez l'écran car le cadre vert n'apparaît pas? Oui. Super. Good. Ben, donc, merci, je disais à Jean-Philippe, Jean-Michel de nous recevoir et à Québec International pour cet événement-là, je pense, de faire une série de webinaires, de démocratiser un sujet qui est parfois méconnu. Donc, j'ai la chance de lancer la série avec le thème « Démystifier le virage numérique et l'industrie 4.0 ». On va essayer de couvrir large, justement, de faire comprendre un petit peu le concept de c'est quoi ça le numérique, c'est quoi le 4.0. Je me lance tout de suite. Si je réussis à faire avancer les slides, voilà. Ça, ben, je passe rapidement, c'est qui nous sommes. Dans le fond, on est firme d'expertise en stratégie numérique manufacturière essentiellement. Là, on est beaucoup moi personnellement, dans le virage 4.0 depuis le début qu'on en parle ici au Québec. Puis l'expertise, stratégie, technologie, opération. Je vais m'attarder moins à ça. C'est des questions, on peut toujours se rejoindre. On tombe dans le vif du sujet. En fait, la transformation numérique, c'est quoi au juste? Puis là, on dit le thème là aujourd'hui, c'est virage numérique, transformation numérique, industrie 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Puis là, quand on est en présentiel, comme dans le bon vieux temps, je lance la question puis j'essaie d'avoir des réponses. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les écrire dans le chat. Jean-Michel et Jean-Philippe vont pouvoir me les envoyer, là, intervenir au besoin. Oui, mais je pense que comme vous avez accès à votre micro aussi, vous pouvez me couper à tout moment pour poser une question au besoin. Mais donc, je ne vous ferai pas intervenir 30-40 personnes en même temps, mais c'est quoi le virage numérique? Ça veut dire quoi? Dans le fond, c'est quel genre de projet, ça? Est-ce que c'est des projets TI? Est-ce que c'est des robots? On a entendu beaucoup parler de robotisation avec le 4.0. Est-ce que c'est l'info nuagique? Est-ce que c'est d'avoir un site transactionnel? On parle beaucoup de panier bleu depuis bientôt 1 an. Est-ce que ça prend de l'intelligence artificielle pour faire un projet 4.0? Est-ce que ça prend de l'imprimerie 3D ou de la fabrication additive, de l'automatisation? Est-ce qu'il faut être sans papier? Est-ce que c'est complètement numérique sans papier? C'est tout ça avec le 4.0? C'est-tu juste un buzzword ou c'est juste du télétravail comme ce qu'on fait depuis si longtemps? Et la réponse, c'est un peu tout ça, évidemment, vous vous en doutez. Mais j'aime bien ramener à la définition. Qu'est-ce qu'on entend par transformation numérique? Le terme est quand même fort là, quand on parle de transformation. En fait, bon, définition de Wikipédia, c'est le phénomène de mutation lié à l'essor du numérique et de l'Internet. Dans le fond, nouvelle technologie, nouveau contexte de communication mondiale qui amène, il faut se changer, il faut s'adapter. Les autres le font, il faut le faire aussi. Donc, Internet qui a changé beaucoup de choses, évidemment. La notion vise à conceptualiser l'influence de tout ça sur nos organisations. OK, donc, le monde change, c'est plus technologique, il faut s'adapter à ça. Parfait. Deuxième définition pour comparer. La transformation numérique consiste à mettre les plus récentes technologies au service de l'entreprise et de sa réussite. Là, on voit que c'est une définition d'une entreprise privée, donc en télécommunication. Je trouve ça intéressant. Puis en fait, la suite est d'autant plus intéressante.
D'un point de vue plus technique, c'est l'utilisation du nuage, le cloud, des mégadonnées, le big data, combiné aux technologies d'accélération, le service mobile, Internet des objets, pour remodeler le fonctionnement de l'entreprise, les rendre plus polyvalentes, souples et évolutives. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend qu'ils ont quelque chose, ben, on est tous là-dedans, mais TELUS, dans ça, a évidemment quelque chose à vendre. Je dirais qu'ils vendent du cloud, du stockage, l'Internet des objets et des services mobiles. Pourquoi je vais là? Ce n'est pas pour pointer une entreprise en particulier. J'aimais beaucoup leur définition, mais en fait, la transformation numérique, c'est à la fois tout et rien, c'est-à-dire que c'est plein de technologies adoptées aux entreprises, puis chacun va dire, bien, je suis expert en transformation numérique pour ça. Ce qui m'amène au piège des experts, en fait. Toutes ces expertises-là, à quelque part, interviennent, font de la transformation numérique, mais dans une niche avec une expertise en particulier. Et là, il faut comprendre que c'est pas si je suis un expert en intelligence artificielle, je contribue, mais la transformation numérique, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, il faut se voir un peu, là, je pense que depuis 2-3 ans maintenant qu'on en parle vraiment beaucoup, qu'il y a beaucoup de publicité, des experts partout. Mon message, c'est vous êtes vus comme une gazelle et voyez tous les experts qui vous regardent aller et qui cherchent à vous vendre des projets. Mon point, en fait, c'est on veut embarquer dans le mouvement, on veut faire le virage, c'est ce que je vais vous parler ce midi, mais il ne faut pas embarquer dans le virage, il ne faut pas être techno parce que c'est le fun d'être techno, il faut que ce soit des projets rentables. Donc, je m'inclus là-dedans en haut, là. Je fais partie de ces experts-là qui cherchent à transformer les choses. Et j'aime bien que ce soit clair, en fait, c'est quoi la transformation. Maintenant, quand on dit, bon, OK, transformation numérique de l'entreprise, ça veut dire quoi? En fait, ça touche quoi? Est-ce que ça touche juste les technologies? Bien, vous me voyez venir, hein? Non, évidemment. Puis je mets toujours en premier, en fait, ça touche les ressources humaines, ça touche les humains, les travailleurs, les opérateurs, les dirigeants. En fait, on vient transformer le travail. Évidemment, on le vit depuis un an, là, le quotidien a beaucoup changé, le mode de travail, mais les outils aussi. De l'autre côté, la transformation de l'entreprise, ça va aussi toucher beaucoup, beaucoup les processus d'affaires. Puis honnêtement, dans la PME, au Québec, on est beaucoup dans ça. Le virage numérique se passe beaucoup dans les logiciels, dans les produits, dans l'automatisation de nos façons de faire. Et évidemment, vient appuyer tout ça, les technologies. On aime bien mettre l'image du robot, mais j'en parlerai tantôt. Oui, l'automatisation, la robotisation, mais il y a beaucoup à faire aussi dans le reste de l'entreprise. Les technologies peuvent être aussi, entre autres, du logiciel. Parce qu'on a mis le titre 4.0 dans l'événement d'aujourd'hui, puis que j'aime bien y revenir pour comprendre un peu c'est quoi. Là, tout le monde a sûrement déjà vu un peu ce différent graphique, en fait, d'expliquer le 4.0 vient d'où les révolutions industrielles. En gros, ce que je veux dire, c'est que chacune de ces révolutions-là a été liée à une technologie. Alors que là, ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, ce n'est pas une technologie en particulier qui change le travail. En fait, c'est l'accès et l'utilisation des données. À la base, ce n'est pas une seule technologie, c'est les données. Dans le fond, le concept en fait, du 4.0, c'est d'avoir une entreprise ou une usine qui est intégrée en fait, dans laquelle les données circulent entre la commande du client qu'on va automatiser, qu'on va capter l'information de façon numérique, on va le rentrer dans la planification, automatiser les achats, on va planifier la production de façon automatisée, on va produire de façon automatisée, entre autres, puis on va faire la livraison, puis le suivi de la livraison, pensez à Amazon qui traque vos colis, par exemple. Donc, une entreprise intégrée. Bien, qui dit données, les données sont au cœur de la patente, mais en fait, il y a un paquet d'autres technologies autour. Là, on pourrait s'attarder à, j'ai dit tantôt, quelles sont les technologies du 4.0? Bien, il y en a plein, en fait. Quelles technologies peuvent venir appuyer cette automatisation-là, cette amélioration-là, cette transformation-là, qui repose beaucoup sur les données, mais comment on va les chercher, les données, comment on va les stocker, comment on va les utiliser, les visualiser. Bien, tout ça, finalement, toutes les technologies qu'on voit autour vont venir contribuer à ça. Les données avec une petite animation. Ultimement, dans l'usine intelligente ultime, en fait, elle fonctionne. Bon, c'est une image pour démontrer, mais les lumières sont fermées, les machines sont auto-alimentées. On voit les convoyeurs à droite, chacune des machines qui ont des feeders puis des pièces, les pièces finies qui s'en vont. On est capable d'avoir une usine, dans le fond, qui est sans travailleurs parce qu'on est complètement automatisé. La chaîne est complètement automatisée aussi. Donc, c'est la vision un peu utopique de la chose. Je ne sais pas pour vous, moi, j'en ai pas. J'en ai visité beaucoup des usines, puis j'en visite encore beaucoup, et j'en ai pas encore vu des comme ça. C'est un peu la sorte de vision ultime du 4.0, finalement. Là, comme je l'ai dit, n'hésitez pas si vous voulez m'interrompre dans mon coin d'écran. Je ne vois pas. Je vais essayer d'agrandir un petit peu si je peux voir un peu plus tout le monde. Je n'ai pas le chat, donc n'hésitez pas à m'intervenir, à m'interrompre plutôt. Puis, dans le fond, j'ai dit juste avant, l'usine intelligente. Puis, en fait, ce qui est différent, c'est que
dans l'entreprise intelligente, bien évidemment, on est un peu moins automatisation machine, mais sinon, la plupart des technologies qu'on voit là, si je reviens avant, là, ça, c'est les technologies de l'usine intelligente, puis de l'entreprise intelligente. Il n'y a pas grand-chose qui change essentiellement à part le volet production. Pourquoi je mets cette slide-là? En fait, c'est que pour moi, la transformation numérique, c'est beaucoup plus large que juste le secteur manufacturier. C'est une transformation de la société en général, du travail. En fait, là, on l'applique, là, le terme Industrie 4.0, c'est pour définir la transformation numérique du manufacturier, mais dans le fond, cette transformation-là, elle s'applique partout, dans l'ensemble des entreprises, de la société, c'est vraiment partout. Ah bien, la question qu'on devrait tous se poser, oui, mais est-ce que ça touche mon entreprise? Allons voir un peu la situation au Québec et ailleurs en fait, pour se comparer. Parce que la réponse, évidemment, je ne vous apprendrai rien en disant que selon moi, oui, ça touche à peu près toutes les entreprises. Il n'y a pas de secteur d'activité pour moi qui ne sont pas touchés. Mais allons voir quelques chiffres. En fait, sondage de 2019 sur la perception de l'industrie 4.0. Et là, 2019, bon, 1 an et demi, 2 ans maintenant que le sondage est sorti. Évidemment, plus le temps passe, plus tout le monde comprend ce phénomène-là, ce concept-là, comprend que ce n'est pas une seule technologie. Donc, les chiffres évoluent un peu. Mais quand même, 2019, ce n'est pas si lointain. 74 % au Québec des entreprises comptent intensifier leur utilisation des technologies numériques. Donc, clairement, le 3/4 des répondants à ce sondage-là fait par le ministère de l'Économie ont dit « Oui, nous, on veut davantage utiliser le numérique. » C'est bon. Si on se compare, les Français, pour une question vraie équivalente de 2017, donc 2 ans avant, étaient à 94 %. En fait, mon message là-dedans, c'est qu'on a été peut-être un petit peu lent à embarquer dans le mouvement. Je pense que maintenant, c'est pas mal enclenché maintenant. On a compris, il n'y a plus grand monde maintenant qui n'a jamais entendu parler de virage numérique, de 4.0, d'automatisation. Là, on est rendu à le faire arriver, à faire des projets et à le réaliser vraiment. J'aime bien là, ceux qui ont peut-être déjà vu de mes conférences. J'ai vu le Sandra, Michael, Steve là, qui sont à l'écoute, qui ont peut-être déjà vu mon contenu. J'utilise souvent cette slide-là pour présenter à quel point tout le monde, en fait, tous les pays industrialisés ont embarqué dans ce mouvement-là. J'ai dit tantôt, le concept 4.0, le terme, là, était né en Allemagne. Bon, il y a eu une réflexion du gouvernement allemand sur l'avenir du secteur manufacturier qui, pour eux, prend beaucoup plus de place encore que nous dans leur PIB. Puis ils se sont dit, là, on est en train de se faire rattraper par les low-cost countries, on envoie finalement de la production ailleurs. Comment on fait pour demeurer compétitif? La réflexion a amené à une étude, en fait, des universitaires, des chercheurs, tout ça, puis au niveau politique, qui ont amené le concept d'industrie 4.0, donc né en Allemagne 2010-2011 dans ce coin-là, donc une dizaine d'années déjà. Là, ce qui est arrivé, ce qu'on voit, en fait, c'est la carte des différents pays qui ont adopté aussi une démarche ou une stratégie de numérisation de leur économie manufacturière. Tout ce qui est 4.0, vous voyez, tout le monde a dit, c'est le fun comme terme, hein, le 4.0 est très, très clair comme buzzword, ça veut dire quelque chose, on comprend. On l'adopte, on le renomme autrement. De l'autre côté, il y a des pays encore plus agressifs. La Suède, qui ont dit, nous, on va l'appeler Smart Industry, on va mettre ça en 2030. Qui ont vraiment dans leur programme politique, ils ont dit, c'est 2030 qu'on vise, on a un objectif précis comme date. Puis les Chinois ont été encore plus agressifs avec 2025. Cette slide-là date de peut-être 2 ans et quelques. Il faudrait voir, on est rendu où, mais disons qu'ils ont... Bien, vous le savez, là, ceux qui sont dans l'automatisation un peu, là, à quel point les Chinois achètent une grande partie des robots industriels dans le monde, c'est incroyable. Et les Japonais, eux, ont appelé ça 5.0. On n'a jamais su pourquoi. Ça sera peut-être l'évolution, mais je pense qu'on en a encore pour un bon bout de temps à être dans cette 4e transformation-là de l'économie. Bref, tous les pays industrialisés ont pris le virage. Pourquoi c'est important maintenant? Pourquoi on se parle ce midi? Vous êtes là à m'écouter, à essayer de voir comment ça va se passer, comment je le fais, par où je commence, y a-t-il de l'argent disponible? Bien, le bout important à comprendre, c'est qu'il faut agir maintenant. C'est une question de compétitivité. Sur les marchés, si tous les pays embarquent là-dedans, bien, le retard qu'on pouvait avoir ou l'avance qu'on avait, si on ne veut pas la perdre, bien, il faut nous aussi embarquer dans cette économie numérique-là. Dans le manufacturier, c'est la même chose. Pénurie de main-d'œuvre, hein, il y a 1 an et quelques, on en parlait beaucoup. Il y a un peu moins d'1 an, on n'en parlait presque plus. On était à l'inverse, beaucoup de gens disponibles. Et on est redevenu dans la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est toujours d'actualité. La mondialisation, un phénomène qu'on vit depuis 25, 30 ans maintenant. L'expertise de plus en plus pointue des pays émergents. Les taux d'automatisation ailleurs qui sont plus élevés que chez nous. Mais souvent vraiment plus élevés aussi. Au niveau du client, la demande
la demande de la clientèle qui est de plus en plus pressante. En fait, le client va avoir un produit personnalisé, veut pouvoir le commander à toute heure du jour, le recevoir à toute heure du jour, puis savoir il est rendu où en cours de route. Et puis, évidemment, gestion de la croissance, bien, on est à peu près tous, les entreprises manufacturières ou autres entreprises de services, bien, on cherche à faire croître l'entreprise, à augmenter le chiffre d'affaires, la rentabilité. Bien, tout ça est servi par la technologie aussi. Donc, je ne saurais pas comment vous dire d'autre à quel point c'est important d'embarquer dans le virage numérique, autre que c'est peut-être maintenant ou jamais de le faire. Là. Évidemment, ça amène son lot de défis. Les défis du virage numérique, là, il y en a plusieurs. Première chose, l'adoption de nouvelles technologies, pour moi, le premier point, ça doit être rentable. On n'achète pas un logiciel, un robot parce que c'est le fun, parce qu'on aime la techno. On peut le faire, mais l'objectif initial, tout investissement dans une entreprise doit avoir une rentabilité, doit avoir un retour sur l'investissement. On veut un rendement sur chaque dollar qu'on va investir. Donc, pour moi, c'est hyper important que tout ce qu'on investit en numérique, c'est parce qu'il y a une retombée en bout de ligne. Évidemment, pour bien investir chacun de ces dollars-là, ça va vouloir dire qu'on a des nouvelles choses à connaître, des nouvelles choses à faire. À droite, l'acquisition de nouvelles compétences, bien, qui dit nouvelles technologies, dit des personnes capables de les utiliser. Un logiciel de planification avancée, ça va prendre quelqu'un capable de l'alimenter, qui va bien comprendre les règles d'affaires, les processus à l'interne de l'entreprise. Donc, beaucoup de nouvelles compétences. C'est la robotique, entre autres. Si je coupe 2 employés dans l'usine, 3 employés de production pour remplacer par un robot, puis que j'embauche finalement un programmeur robot, puis qu'il n'y en a pas disponible sur le marché, est-ce que je me suis vraiment aidé? Il faut considérer ça aussi. Évidemment, des investissements considérables. On ne se le cachera pas que le virage numérique, c'est pas gratuit. Ça se fait des investissements considérables. Il faut voir, en fait, moi, je prône beaucoup pour les investissements par palier, en fait, d'aller chercher des petits gains. J'aurai une slide tantôt là, sur la réalité versus la promesse, en fait, du 4.0, mais je préconise beaucoup de faire des petits mouvements. La sécurité des données. Là, dans une autre formation que j'ai faite il n'y a pas longtemps là, avec une université, on parle de tous les cas récents de cybersécurité, d'enjeux de piratage qu'il y a eu. Puis il y avait la semaine dernière, j'ai oublié l'entreprise, mais qui a encore fait des médias. On est tous, quelque part, à risque, plus ou moins en fonction de ce qu'on a à partager ou pas, évidemment, mais la sécurité des données est au cœur des priorités des entreprises et de plus en plus. Autre point, l'interopérabilité des systèmes. On va acheter un nouveau logiciel pour gérer de la production, pour gérer les ventes, pour suivre la production en temps réel. Est-ce que ce système-là parle avec mes autres systèmes? Est-ce que je viens de créer un nouveau silo d'information, une nouvelle application, puis j'aurai 8 fenêtres pour opérer mes opérations durant la journée? Donc, l'interopérabilité, on veut que les systèmes se parlent entre eux. Ça n'arrive pas qu'un connecteur tout fait en général. Autre point, bien, super important. Tantôt, j'ai dit le volet humain est très, très important dans la transformation. Bien, tout ce changement-là amène un besoin de gestion du changement. Ça n'arrive pas tout seul que tout le monde embarque. On prend un groupe, on demande qui veut du changement, tout le monde lève la main. Qui veut subir le changement, c'est autre chose. On aime le changement quand c'est nous qui l'avons décidé. Quand on se le fait imposer, c'est moins le fun. Donc, il y a une grosse gestion du changement à faire pour, entre autres, les populations qui sont un peu moins à l'aise avec la technologie. Bien, c'est pas facile d'amener un ordinateur, une tablette, des nouveaux systèmes avancés pour tout le monde. Et évidemment, pression sur le modèle d'affaires. Je pense qu'on a beaucoup entendu depuis un an l'expression se réinventer. Bon, dans le manufacturier, on réinvente un peu moins le volet production, mais pour plein d'autres secteurs d'activité au niveau du service, entre autres, on doit repenser la façon de livrer le service, de produire aussi, ou de l'amener jusque chez le client, même si c'est un produit et que l'usine n'a pas changé, mais la façon dont je vais le livrer, la traçabilité, et ainsi de suite. Le modèle d'affaires a été appelé à être transformé beaucoup et va l'être encore. Là, la grosse question, puis je n'aurai pas vos réponses, évidemment, je ne vois pas vos visages, mais la question qui revient toujours, ouais, mais combien ça coûte la transformation numérique? Mais la vraie question à se poser, c'est combien ça coûte de ne pas embarquer dans la transformation numérique? En fait, si tous vos compétiteurs ont pris le virage, ont embarqué, ils sont en train d'être plus compétitifs et que vous ne le savez pas, vous êtes déjà en retard. Et pour moi, c'est hyper important de savoir où on est par rapport au marché, par rapport à la compétition, d'être toujours dans les premiers en avant et jamais être à la traîne parce que les choses vont tellement vite. Et puis, j'ai dit tantôt, chaque dollar investi doit avoir un rendement. Donc, il n'y a pas de raison, quand on a un rendement sur un investissement, de ne pas y aller. Quand il y a de l'expertise, quand on est capable de l'absorber à l'interne, le virage est essentiel. Quelques petits exemples pour rendre ça un peu plus concret. Partons par la promesse. Hein. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu parler, puis moi, je ne suis pas là pour vous dire que tout est merveilleux, tout est magique. Là. La promesse de l'opérateur, le gestionnaire qui gère son usine avec une tablette, plein de robots dans l'usine, tout est automatisé. Puis de l'autre côté, la livraison, on voit des AMR, donc des robots mobiles qui font la livraison. On voit que ça n'a un peu pas de sens parce que je ne vois pas comment le robot va aller prendre
la palette au 3e niveau du paletier. Mais bref, ces belles images-là qui sont super inspirantes, il y a une portion de ça qui est de la réalité. Évidemment, cette technologie-là existe, mais de là à l'amener concrètement dans des usines, dans des PME qui partent de loin, bien, il y a tout un pas. Donc, ça, c'est la promesse. Et bien souvent, la réalité, c'est que ça ressemble à ça des fois, le coin l'overstock ou l'inventaire qu'on ne sert pas, qu'on accumule, on va s'en servir éventuellement. Donc, la promesse comparée à la réalité, là, voyez-vous la courbe en haut, là, investissez dans la technologie et vous allez être hyper rentable. La vérité, c'est que non, il y a un creux à passer pour chaque technologie. Fait que tantôt, on va investir en palier, on va investir un peu, on va absorber, on va aller chercher les gains et ainsi de suite dans cette courbe-là. Donc, la réalité est souvent un peu décalée par rapport à la promesse. Il ne faut pas s'en faire de fausses promesses. Dans les exemples plus concrets, je n'ai pas écrit l'entreprise, mais c'est ceux qui en ont entendu parler. Fruits d'or, évidemment, là, qui a une usine, un bel exemple d'usine intelligente 4.0. En fait, l'entreprise avait vécu un incendie, je pense que c'est 2015 ou 2016, et ils ont décidé, dans le fond, de faire une usine, fait, Greenfield, donc à partir de zéro, une nouvelle usine complètement, et de la rendre intelligente. Fait, ceux qui voudraient aller voir, j'ai mis le lien entre autres de l'article en bas, mais vous allez trouver ça aussi sur le site d'Investissement Québec, la carte des manufacturiers innovants. Il y a plein d'articles qui ont été faits sur la vision que Fruits d'or a amenée de l'usine intelligente. Ça, c'est un bel exemple de on repart de zéro, on en profite pour être moderne, automatisé, mettre de l'intelligence, mettre des systèmes avancés de prédiction. Évidemment, d'un point de vue production, opération, c'est très, très moderne aussi comme usine. Mais un très, très bel exemple, donc, Fruits d'or de vision de l'usine 4.0. Je vais vous parler aussi d'usines de meubles. Dans ce cas-là, moi, je suis de Bromont, ici à Grimby, à côté. Il y a Artopex qui est présent aussi à Montréal, qui est présent à Sherbrooke, là, une belle entreprise québécoise dans la fabrication du meuble. Un bel exemple aussi d'investissement. Eux, ils ont investi beaucoup dans la modernisation, l'automatisation de la production, à être capable de... Bon, le stylo qui vient de partir. Être capable de produire à haut niveau, en fait, puis de la personnalisation. Évidemment, des meubles, ça change de couleur, tout ça, l'assemblage en fonction des commandes. C'est quand même beaucoup de personnalisation à haut volume, donc très automatisé. Avec des beaux investissements. Mais là, est arrivé l'année passée la COVID. Qu'est-ce qui se passe depuis un an? Bien, beaucoup de travail à distance. Quand la clientèle d'une entreprise, c'est des tours à bureau et que ces tours à bureau-là, la plupart sont fermés, inaccessibles ou très, très peu fréquentés par rapport à la moyenne, bien, on n'en vend plus des bureaux, on n'en vend plus des chaises à des gros clients qui en achetaient des gros volumes. On vend à qui? On vend des plus petits bureaux à la maison, on vend des chaises ergonomiques pour la maison. Donc, la façon de vendre dans ce cas-là est complètement transformée. Je trouvais le fun comme exemple parce qu'on avait le volet automatisation connu, l'usine, la production, parfait. Mais tout d'un coup, la transformation numérique devient aussi la façon de vendre aux clients. Donc, ce site-là, en fait, d'Artopex, et ce qui a été mis en ligne, je pense que c'est au courant de l'été passé. Donc, cette page-là n'existait pas avant. Le modèle d'affaires n'existait pas avant. Et là, voilà, collection de bureaux pour la maison achetée en ligne parce qu'il a fallu adopter le modèle d'affaires. Donc, la transformation numérique, production et de l'autre côté, vente. Maintenant, point important, en fait, la transformation numérique n'a pas la même saveur, n'implique pas les mêmes étapes pour toutes les entreprises. C'est vraiment à chacun sa transformation numérique, à chaque type d'entreprise, en fonction de la maturité de où est-ce qu'on est aussi, évidemment, les projets ne seront pas les mêmes. J'ai dit tantôt, selon moi, puis on a déjà fait dans d'autres événements où tout le monde parlait un peu, avait droit de parole, on cherchait en groupe, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où ils ne sont pas touchés, où la transformation numérique, dans le fond, n'a pas d'impact, où ça ne changera pas? Eh bien, si vous en avez, là, écrivez-moi, là, mais autrement, on n'a pas trouvé encore de secteur secteur d'activité, bref, où la transformation numérique ne s'impose pas, où il n'y aura pas d'impact sur les opérations à court, moyen et même long terme, évidemment. Donc, ça s'applique vraiment partout. Je pense qu'aujourd'hui, on est surtout une crowd manufacturière, mais dans tous les secteurs, là, même services, distribution, j'ai mis agriculture, là, je pense qu'il y a eu un événement il n'y a pas longtemps avec le REAI, puis il y a un autre événement bientôt, très, très orienté. L'agriculture, l'automatisation de l'agriculture, comment c'est possible? On est rendu là, les machines, les logiciels aussi peuvent faire ça maintenant. Maintenant, là, je vais un petit peu répéter ce que Jean-Michel a présenté. Dans le fond, la démarche de Virage 4.0, l'ordre a un peu changé, mais les étapes sont les mêmes. Je suis content de voir votre slide, Jean-Michel. En fait, peu importe
avec qui vous voulez faire affaire, c'est qui les experts. Ça prend de l'expertise, il faut être accompagné dans ça, mais essentiellement, ça va être toujours les mêmes étapes qui vont revenir. On veut commencer par la planification stratégique, le diagnostic numérique, là, un ordre ou l'autre, mais puis il y a eu des débats, en fait, on a déjà discuté souvent, est-ce qu'on fait un plan stratégique avant, le diagnostic après, ou on fait l'inverse? Dans le fond, les deux viennent influencer l'autre. Donc, l'important, c'est de définir en tant qu'entreprise vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif, quel marché on veut aller chercher. En parallèle de ça, je vais faire afficher les petits blocs en bas. Donc, on va s'attarder aux ventes, à la rentabilité, à la productivité. On va fixer les objectifs souvent au niveau de la qualité des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Dans le diagnostic, on va mesurer quoi? On va mesurer la maturité numérique. Ça, c'est un élément super important de la stratégie du ministère de l'Économie. Prendre le pouls, dans le fond, où est l'entreprise, mesurer où se situe l'entreprise d'un point de vue numérique, puis je dirais même globalement d'un point de vue maturité de l'entreprise, pour comprendre ce seront quoi les prochaines étapes. Et on ne vise pas tous d'avoir une entreprise avec les lumières fermées, là. Le gap est beaucoup trop loin, c'est complètement utopique. Par contre, les prochaines étapes, prochains steps de maturité numérique, bien, pour les identifier, il faut savoir d'où on part. Donc, on va évaluer quoi? On va évaluer les logiciels, on va évaluer les enjeux de cybersécurité, on va évaluer évidemment les processus, c'est au cœur de la patente. On va regarder aussi le potentiel d'automatisation des opérations, autant machines que processus d'affaires. On va regarder aussi l'aménagement dans l'usine en général, voir comment les choses sont placées. Donc, il y a du lean, en fait, qui est là-dedans. On va regarder aussi les capacités de production. Est-ce que les opérations actuelles, les équipements actuels peuvent amener l'entreprise à atteindre les objectifs, par exemple, de doubler la capacité de production. Tout ça, une fois qu'on a décidé où est-ce qu'on veut aller, puis où est-ce qu'on est actuellement, c'est quoi les forces, faiblesses, le diagnostic de l'entreprise, bien, on va se diriger vers faire le plan numérique, le roadmap 4.0. Là-dedans, on va retrouver quoi en général? On va retrouver des solutions logicielles, des logiciels plus performants que ce qu'on a actuellement. On va retrouver toujours des besoins en formation. On va avoir des outils de planification. À peu près tout le monde dans le manufacturier a des enjeux ou à améliorer ces outils de planification pour être encore plus performants. Délai de production, délai de livraison, entre autres, qu'on a tout le temps un petit peu de la difficulté à connaître quand on n'a pas des systèmes très avancés. Puis les systèmes très avancés demandent d'avoir beaucoup d'informations qu'on n'a pas toujours. Donc, il y a beaucoup de défis au niveau de la planification en moyenne. Évidemment, dans tout ça, on va retrouver de l'amélioration des processus. Tantôt, je disais du lean, ça se retrouve toujours encore dans les projets. De l'automatisation, évidemment, du robot conventionnel, collaboratif, des équipements automatisés plus modernes, plus fiables, plus flexibles. Des équipements clés, donc vraiment dédiés pour un nouveau produit, par exemple, ou une nouvelle ligne de production. Et une fois qu'on a un plan clair, on a dit où est-ce qu'on veut aller, on part de où, c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'on fait comme plan d'action? Bien là, on le réalise. Donc, on fait de l'implantation de logiciels, on installe l'équipement, on en achète, on fait du réaménagement et on implante une culture d'amélioration continue et de gestion organisationnelle pour rendre ça pérenne dans le temps, finalement, parce qu'un projet, si on veut que ça continue, bien, il faut qu'il y ait une amélioration en place sur le long terme. Donc, le par où commencer, là, allons-y à gauche, là, mais peu importe les démarches, il va toujours avoir ces éléments-là pour se rendre à être 4.0. Ça n'existe pas vraiment, ça, être 4.0. On augmente notre maturité, on s'en va vers l'automatisation puis l'entreprise de plus en plus numérique, mais il n'y a jamais une fin en soi. Il n'y a personne qui est 4.0. Ça n'existe pas. Il n'y a pas comme un certificat à la fin, vous êtes 4.0. Je reviens sur le concept de maturité numérique. Tantôt, j'ai dit j'aime bien les définitions. Maturité numérique, en fait, on s'en sert pour mesurer d'où part l'entreprise. C'est quoi la maturité numérique? C'est la capacité de l'organisation, dans le fond, à adapter ses opérations à un environnement numérique en fonction d'un modèle de référence. Et là, le modèle de référence, il y en a plein. Là, je ne sais pas ce que vous utilisez chez Québec International, mais disons globalement, là, pour avoir regardé plusieurs des modèles qui existent ici au Québec, ailleurs dans le monde, Allemagne, France, Belgique, tous les modèles vont s'attarder sur 5 éléments. Ils vont les présenter de façon différente, mais globalement, on va toujours toucher le volet culture de l'entreprise. C'est quoi la culture numérique ou pas, les compétences, le leadership de l'entreprise. On va regarder évidemment les opérations. On va regarder la technologie. Qu'est-ce qu'on a comme technologie, logiciel, infrastructure? Qu'est-ce qu'on a comme outil finalement pour travailler? On va considérer aussi la stratégie d'affaires, gestion de la marque, l'écosystème, l'intelligence d'affaires. Est-ce qu'on connaît notre compétition? Bref, le volet stratégique qui est très important, qui est le point de départ. Et évidemment, le client. Comment je capte l'information du client, comment j'envoie au client, comment je garde contact avec. Fait que tout ça, on parle beaucoup au niveau du modèle d'affaires. J'ai dit tantôt que ça peut changer, mais on veut vraiment voir l'ensemble des axes de transformation numérique ou de maturité numérique. Fait que tous les modèles vont inclure ces 5 éléments-là de différentes façons.
Là, ben, est-ce qu'on commence par le goulot quand on va implanter des choses? J'aime bien ramener que le volet plancher, le volet trait dans l'usine, puis j'ai mis l'image d'un peintre parce que souvent, on est un peu bloqué par le fait que finalement, on veut implanter plein de solutions, mais il y a encore des goulots dans l'usine ou des postes qui sont critiques, qui ne sont pas comblés. Bien, évidemment qu'on va le travailler en parallèle. Puis l'exemple du peintre, j'ai croisé 2-3 entreprises récemment que il y a un gros enjeu au niveau de la peinture parce qu'en fait, le volume de peinture est plus grand que ce que leur peintre peut faire ou c'est un peintre externe qui cherche quelqu'un. Bref, c'est un des postes critiques souvent qui va empêcher. Puis ça ne se numérise pas facilement. Si on est un manufacturier qu'on fait du petit volume, on peut le robotiser, on peut automatiser une partie, mais souvent, ça prend quand même un peintre. Et puis, bref, l'exemple du goulot, pour moi, était flagrant. Il va toujours avoir les enjeux opérationnels sur le plancher, gestion des postes de travail, l'amélioration des postes, bref, le ligne qui va s'imposer en même temps que le volet logiciel ou numérique. Puis, ultimement, la question revient toujours à on a un plan numérique avec différentes interventions à faire, différents investissements, qui soient logiciels, qui soient de l'équipement, qui soient au niveau de la formation ou qui soient au niveau de l'aménagement, de l'agrandissement de l'usine. En fait, il faut venir comparer ces projets-là. Et comme je disais au début tantôt, en fait, on veut pouvoir comparer, dans le fond, puis aller chercher le meilleur rendement. Qu'est-ce qui va être le plus important? Qu'est-ce qui aura le meilleur impact pour atteindre mes objectifs stratégiques du début? Là, j'aime bien cette citation. Je pense qu'on termine un peu plus vite. N'ayant pas d'intervention, de questions en cours de route, ça roule un peu plus vite. Bien, le secret pour rester en avant, c'est forcément de s'engager. Donc, ceux qui se disent « Oh, mais c'est tellement loin 4.0, je ne suis pas rendu là », non, mais il n'y a personne qui est rendu de toute façon. L'important, c'est d'engager le mouvement, de commencer à, s'informer comme vous le faites ce midi, les prochains midis avec la série de webinaires, de commencer à aller voir qu'est-ce qui existe comme technologie, de se questionner sur est-ce que votre réflexion stratégique est à jour, votre planification, bref, les étapes qu'on avait tantôt, mais de commencer à engager ça pour voir comment, ça va être quoi votre transformation numérique à vous. Donc, il faut commencer, il faut faire le premier pas pour rester en avant. Hey, j'aurais le goût de te lancer, Pascal, sur une question pour le fameux goulot. Là, comment tu l'approcherais, en fait? Comment on prend... Disons qu'on a un peu... on a une usine, on a un goulot, on se dit, bon, il faudrait que je prenne le virage numérique. J'aimerais ça faire un premier projet peut-être sur ce goulot-là. Comment on l'approche? Comment on démarre ça? C'est une bonne question. En fait, j'ai parlé de goulot parce que on se retrouve... On va toujours se retrouver qu'il y a le volet, on va amener de la technologie, prendre ça global, puis on dit intégrer les choses, il faut que les systèmes soient interopérables. Mais de l'autre côté, on a des enjeux opérationnels. Puis, par exemple, on connaît un goulot à tel poste. En fait, c'est qu'avant d'amener une technologie là, on va régler le goulot, on va faire des interventions, finalement, de ligne puis d'amélioration. Mon point, en fait, c'est que c'est les deux en parallèle. Il n'y a pas... ça a été il y a eu une grosse vague de lignes dans les années 90, puis encore aujourd'hui, c'est encore complètement d'actualité, mais ça l'est encore. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte en faisant le diagnostic opérationnel, dans le cadre de l'audit, par exemple, qu'il y a des enjeux opérationnels qui n'ont pas été couverts. Puis en fait, il y a comme une deuxième vague, finalement, de lignes qui vient au travers de ça pour travailler les opérations. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que s'il y a vraiment des enjeux opérationnels, on peut aller travailler ça avant de penser à amener un logiciel pour le gérer. C'est connu qu'il y a un goulot, par exemple. C'est un exemple, le goulot, parce que je trouvais que la peinture, on dirait que ça revient tout le temps. Il manque un peintre. J'ai de la misère à trouver des gens pour faire la peinture. C'est juste un exemple commun. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Gênez-vous pas. Sinon, en fait, pour continuer dans la voie du goulot, ou en fait, des petites choses, c'est quoi j'allais dire les quick wins, là, parce que ça revient souvent sur la table, là, mais j'allais dire les premiers pas qu'on peut faire là, pour numériser certaines choses. Là, on s'entend, disons qu'on a révisé nos processus, on a avancé certaines choses. Là, où ça se trouve tout ça? Y a-t-il une table facile à aller chercher ou c'est pas si simple que ça? Il y a une table. Là, j'ai pas parlé, je ne suis pas rentré dans les technologies. Je pensais avoir trop de slides, puis j'en ai coupé un peu. Visiblement, on a encore du temps, puis c'est parfait. Mais en fait, là, tout ce qui est automatisation des processus d'affaires, puis là, on parle de logiciels qui vont parler entre eux, mais on parle de connecteurs, donc d'automatiser des tâches qui sont récurrentes, en fait. Là, on parle d'affaires aussi bêtes que du traitement de courriel, une commande qui entre, qu'on va automatiquement rentrer dans le système ERP, par exemple. Il y a beaucoup de possibilités là, beaucoup de gains de temps qui est de l'entrée de données manuelles. Puis, le truc qui est le plus flagrant, c'est quand on a, par exemple, une commande qui rentre numériquement, je ne sais pas, via le site web, puis là, quelqu'un va l'imprimer ou l'amener de façon
qui est non numérique, donc analogique, papier, whatever, un PDF qu'on va transformer. Puis là, on renumérise l'information. Pensez à l'hôpital. Là. À l'hôpital, c'est un des exemples les plus flagrants où tu donnes ta carte d'hôpital, il rentre l'information dans le système, puis là, il l'imprime sur une feuille, tu t'en vas à l'autre département, je ne sais pas, à radiographie, par exemple. Là, elle prend la feuille, puis elle la rentre dans le système une deuxième fois. Mais là, vous avez rentré 2 fois la même information, puis on le sait dans nos usines, partout dans nos entreprises, on fait tout ça. Là. Les systèmes ne se parlent pas tous ensemble. À l'hôpital, je n'ai pas la solution, c'est des trop gros systèmes pour ce qu'on fait. Mais dans le manufacturier, dans les plus petites entreprises, il y a plein de solutions existantes, il y a plein de connecteurs. Fait que pour vrai, oui, les logiciels ERP prennent beaucoup de place actuellement. J'ai dit beaucoup d'opérations, d'interventions sur le plancher, mais la robotisation des processus d'affaires ou l'automatisation par plein de trucs qui sont des fois gratuits. Allez taper là, ce que Zapier va offrir, Tray.io, Integromat, il y a plein de plateformes qui permettent de connecter des systèmes ensemble, de dire quand il arrive tel truc, tel événement, créer telle affaire dans tel système. Ça, il y a beaucoup de gains rapides à faire. On peut vraiment éviter de la double, triple saisie de données avec des solutions comme ça. Dans les quick wins, là, c'est vraiment ce qu'on retrouve beaucoup actuellement. Puis Tray, Integromat, tout ça, ça s'opère par des gens d'informatique qu'on a sous la main ou presque? Ou? Ben, moi, je pense à Zapier, par exemple, c'est les connecteurs que moi, j'ai implantés. Je n'ai pas besoin de l'équipe pour l'implanter. On connecte les choses ensemble. Donc, quand il y a, par exemple, un nouveau courriel qui entre, fait que si là, je vois, je prends au hasard, c'est Robert Allard que je vois qui participe, ben, si Robert m'écrit un courriel, ben, ça va automatiquement se rentrer aussi dans le logiciel de gestion des ventes. Ça va aller créer, si je le rentre et je viens de cocher, il va aller se créer aussi, par exemple, dans le logiciel comptable comme client. Il va comme se créer partout en même temps pour que je n'ai pas eu à le rentrer plusieurs fois. Là, on parle de petites, très petits, on va dire quick win dans le fond. Là. Il est petit, mais quand on multiplie ça par beaucoup, beaucoup de clients, par exemple, c'est le fun. Fait que des Zapier, c'est facile. Tray, Integromat aussi. Oui, des analystes d'affaires qui vont pouvoir vous aider, mais des fois, là, les gens qui se débrouillent, c'est assez facile. Puis autre solution assez répandue maintenant, mais tout ce qui est analyse d'affaires avec des Power BI, des versions gratuites où on peut aller visualiser de la donnée quand on a un peu de données, entre autres. Là. Ça aussi, c'est accessible pour pas mal de monde qui se débrouille avec un petit peu de données sans être expert en analyse d'affaires. Là. Donc, aller mettre des indicateurs sur place, ramasser un petit peu de données, commencer petit. J'aime vraiment l'approche de commencer petit. Là. La grosse solution, l'usine sans lumière, là, on peut la viser. Là, c'est le fun de dire on vise de se rendre jusque-là, mais avant d'y arriver, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Effectivement. Puis en fait, ce que je comprends, les quick wins, vite comme ça, là, de ce que tu apportes aujourd'hui, c'est beaucoup du côté logiciel. C'est clair qu'un robot gratuit, il n'y en a pas. Dans le logiciel, il y a quand même énormément de trucs gratuits et très peu coûteux qui peuvent se faire. Les autres quick wins sont beaucoup du côté du processus, des choses comme ça, j'imagine. Tu as dit robot, en fait, il y a de plus en plus des compagnies, je pense à une compagnie à Sherbrooke, dont j'oublie le nom, qui loue des robots collaboratifs. Ça, c'est des modèles super intéressants parce qu'on n'a pas des gros investissements à faire. Il y en a aussi dans le coin de Québec. Là, je pense qu'il y a de plus en plus de modèles qui se créent. Mais on est capable d'aller tester finalement de la robotique sur des stations de travail sans s'engager à long terme parce que une implantation de robots conventionnels avec tout le volet sécurité, ben, ça prend un bon business case, ça prend aussi du volume. Des robots plus petits, plus flexibles qu'on va louer, par exemple, pour un pic de production au printemps ou à l'automne, aux récoltes, par exemple, ben, on va être capable de venir amener de la main-d'œuvre supplémentaire pendant une période qu'on va adapter où est-ce qu'il y a du volume, puis pas le supporter sur le reste de l'année. Ça, il y a beaucoup de beau potentiel là-dedans aussi, dans l'équipement. Évidemment, tout ce qui est automatisation, robotisation, on ne se le cachera pas, au Québec, on est moins dans le grand volume. Je n'ai pas vu le profil de tout le monde, mais on a beaucoup d'entreprises au Québec. On est fort dans beaucoup de valeur ajoutée, mais pas beaucoup de volume ou du high mix, low volume. Donc, le faible volume ne s'automatise pas aussi facilement qu'une grande ligne de production. On avait le chiffre tantôt dans une des slides, le taux d'automatisation en Allemagne, c'est environ à 75 %. C'est les derniers chiffres qu'on avait publiés. Bien, 75 % versus le Québec, 20-25 %. Pourquoi? Mais le type d'opération manufacturière, le type d'entreprise qu'ils ont est quand même pas mal différent. T'sais, on n'a pas des grands manufacturiers automobiles avec des gros volumes. Nous, ce qu'on a au Québec d'équivalent, c'est BRP, c'est Prévost, Lyon, qui vient d'avoir les beaux investissements. Bien, on n'est pas encore au même niveau qu'un Volkswagen, Audi, Daimler, qui ont des super chaînes de production, des usines d'1,5 km de long, beaucoup, beaucoup de volume. On n'a pas ça. Donc, forcément, notre automatisation est à un autre niveau. Il y a plein de potentiel, il y a plein d'intégrateurs. Là, je pense au réseau des équipementiers d'automatisation. On a beaucoup de bonne expertise. Il y a plein de projets encore
il y a plein d'automatisation à les faire, plein de potentiel, mais les projets ne sont pas. C'est sûr qui était facile, puis les gros projets, je vais dire, faciles, qui ressortaient, les fruits mûrs déjà tombés, bien, ils sont déjà ramassés souvent. Là. Il y en a encore, évidemment, mais il faut aller creuser un peu, puis il faut être innovant. Mais de l'automatisation, il n'y a pas de fin pour ça. Là. Puis, en fait, c'est un cercle aussi. Plus on automatise, plus on baisse les coûts, plus on baisse les coûts, plus on a de volume, plus on a de volume, plus on automatise. Oui, on a souvent un peu l'idée que c'est très cher, cette automatisation-là, ces robots-là. Mais bon, on parlait il y a le modèle d'affaires de location maintenant de robots collaboratifs, mais les robots collaboratifs, c'est pas extrêmement coûteux. Juste pour donner une idée d'un projet, est-ce que tu peux nous dresser, mettons, un projet imaginaire avec peut-être des coûts derrière pour le fun? Oh, ça, là, c'était de la robotique. Ben, c'est un peu plus difficile à faire. Mais en fait, prenons l'exemple d'une cellule robotisée qu'on va acheter pour mettre à côté d'une machine CNC, par exemple. Tu sais, on a un budget de 2 à 300 quelques mille dollars. Ben, un robot collaboratif de base à 60 quelques mille va paraître beaucoup moins cher, par exemple. Mais là encore, faut-il que je l'intègre, que je mette l'intégration sur place, la programmation, les contrôleurs, les équipements autour, amener de la main-d'œuvre pour le programmer. Souvent, ça fait que les écarts ne sont pas si grands entre le collaboratif et le conventionnel, par exemple, pour la robotisation. Mais c'est sûr que c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars en partant d'investissement. Là, ça dépend vraiment de l'application, de la grosseur du robot, tout ça. Je ne peux pas me mouiller plus que ça sans avoir un cas précis. Mais tout ça, on est bon. Les intégrateurs, là, ceux qui vendent des robots, là, sont excellents pour faire des preuves de concept, pour démontrer que le budget fait du sens ou pas, puis rapidement dire non, on n'y arrivera pas, ou ça va être difficile parce qu'il y a tel truc, ou s'il y avait plus de volume à aller chercher, par exemple. On a beaucoup de belles expertises là, dans toutes les régions au Québec. Il y a de l'expertise automatisation disponible. Mais là, c'est une grosse question, Jean-Philippe. Ça coûte combien un projet de robot? Là? Elle n'est pas facile. Je savais. OK, c'est bon. T'es indulgent. Est-ce qu'on a d'autres questions autour de la table virtuelle?